à toutes et à tous, on se retrouve ensemble en direct live avec une invitée incroyable, exceptionnelle, merveilleuse, Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour le chat, bonjour Martha. Mais quel t-shirt absolument magnifique tu as là aujourd'hui. Tu fais presque partie de l'équipe, alors presque partie de l'équipe d'un monde de jeu, je dis presque quand même parce que tu viens au nom de Néoludis quand même pour présenter, comme on le fait régulièrement maintenant, pour la reprise des matinales. On a fait une petite pause, nous, pour ceux qui nous suivent au quotidien, de 3 jours. On fait des pauses au moment des fêtes, on a fait une pause à Noël, on a fait une pause au moment de Pâques. Tu viens pour nous présenter les nouveautés Néoludis de ce mois d'avril. Alors, je montre le sommaire qui est vraiment passionnant. On va parler d'une nouveauté du mois de mars. Oui, parce qu'on s'était pas vu début mars à cause des sabliers et que ça nous faisait des plannings bien chargés tous les deux. Voilà. Et ensuite, on va enchaîner avec 3 dates sur le mois d'avril. C'est pas un sommaire qui est très très passionnant, c'est juste pour vous dire qu'il y a plusieurs moments de sortie chez Néoludis, chez le distributeur Néoludis sur ce mois-ci. Le 12, le 19 et le numéro complémentaire, le 26, il y aura des sorties. Bingo. Voilà pour la liste des jeux dont on va vous parler. Il y en a quelques-uns. Alors, tu m'as dit que tu n'avais pas forcément listé tous les jeux de rôle cette fois-ci. Voilà, j'ai pas listé tous les jeux de rôle parce que sinon je suis obligé d'être très courte et trop succincte. Donc plutôt que de vous dire c'est un jeu de rôle dans cet univers et de moi pas me sentir pertinente, j'ai préféré m'axer plus sur le jeu de plateau. On va commencer par le premier jeu qui est déjà sorti, qui est déjà disponible en boutique. Il s'agit de un jeu qui est paru chez Ori Games. Exactement. Chez Looping Game, les Espagnols à l'origine et qui a été localisé par Ori Game, donc 1902 Méliès, un jeu de la gamme 1900 dans lequel ils ont déjà localisé. Alors attention, j'ai pas révisé. 1911 Scott versus Amundsen, 1998 ISS, 1923 Cotton Club et 1987 Tunnel sous la Manche. Je m'en sors plutôt bien. Bravo. Alors, je vais l'attraper, il est juste à côté de moi. Ouais. Yeah. Voilà, il est juste là. Petit jeu 1902, j'adore cette gamme. J'aime beaucoup en fait les thèmes de cette gamme puisque ça nous permet de nous projeter dans des univers auxquels on n'est pas forcément habitué dans le jeu de société parce qu'on a toujours des jeux d'heroic fantasy. Quand j'ai vu arriver à Cannes, avoir une liste de jeux avec des thèmes historiques, ça nous change complètement. Pour les amateurs de Wargame, forcément, ils sont beaucoup plus habitués que peut-être les consommateurs de jeux de société. Parce que c'est un jeu de société de gestion, celui-ci, de pose d'ouvriers. Alors, un jeu de pose d'ouvriers dans lequel on ne se bloque pas. Oui, c'est ça. À son tour, on met, enfin, c'est du placement d'ouvrier, donc je me mets sur un emplacement, mais cet emplacement n'a pas besoin d'être libre. C'est-à-dire que s'il est occupé par mon adversaire, boum, je me place et je le rends à mon adversaire. Je ne peux pas me mettre sur un emplacement où je suis déjà, mais si je ne suis pas venu te dégager de tes emplacements et qu'à un moment donné, tous tes pions sont sur le plateau, eh ben, il va falloir que tu perdes ton tour à reprendre tous tes ouvriers. Dans l'idée d'essayer de créer des scènes du film, ah ben tiens, avec l'image que tu as mis, oh, c'est ma table de salon. Les scènes, quand on essaie de la tourner... C'était sur le site. Hein. Ouais, mais de temps en temps, je trouve qu'il n'y en a pas et qui permettent... Tu vois, ces photos-là, même si elles ne sont pas ultra quali, je me dis quand un commercial, il en parle, au moins il a le support visuel pour pouvoir en parler, enfin, pour pouvoir argumenter. Si je prends la scène numéro 12, en fait, ça va me demander plusieurs choses. La petite fusée qu'on voit, c'est un pion de décor sur le plateau. Notre pion de décor doit être à côté de la fusée. Si je veux tourner cette scène, il me faut une fusée. La petite roue qui est dessous, le petit, comment ça s'appelle le truc qui tourne, on s'en fiche, un petit treuil, c'est un objet d'effet spécial qui doit soit être sur le plateau, soit que je dois avoir dans ma main. Et enfin, les acteurs sont facultatifs, eux, mais c'est eux qui permettent de marquer des points. On va essayer d'avoir le plus de pions acteurs qui correspondent au schéma demandé sur la carte pour remporter des points. Ces scènes, une fois qu'elles sont tournées, qu'elles nous ont rapporté des points, on va venir essayer de les coller en respectant un croissant et en respectant la couleur des petits bouts de scotch pour, bah tiens, si on prend cette longue scène, le joueur orange, comme la scène, elle fait, le montage fait 5 scènes, ça va lui rapporter 5 fois 3, parce qu'il il est responsable de 3 tournages, ça va lui rapporter 15 points. Le violet et le blanc sont un peu dans
dans la mémerde. Désolé. Et ensuite, on va aussi pouvoir coloriser ces scènes. Tu vois, en bas, la carte numéro 6, on voit qu'elle a été colorisée. Pour les coloriser, il y a des petits trucs de couleurs qui sont indiqués en bas à droite de la carte qui permettent de retourner la carte, de marquer 2 points de victoire. D'accord. Et, et c'est tout un ensemble. En fait, c'est vraiment avec ton placement, tu essayes d'optimiser tout ça, mais c'est un jeu fort en interaction, pas par le placement d'ouvriers, mais parce que tu essayes de construire quelque chose pour tourner tes scènes à toi. Et derrière, il y a le joueur, ben, lui, il veut pas la fusée, il veut le cratère, donc tout est toujours en train de bouger. C'est même pas de l'opportunisme, c'est vraiment j'essaye de me caler au rythme des autres joueurs, d'avoir des similitudes entre nos cartes pour pouvoir intervenir au bon moment. Et on va enchaîner directement par les jeux du mois d'avril. Donc, première date sur le mois d'avril, c'est le 12. Je suis en train de regarder. C'est le 12, oui. Celui-ci, je ne le connais pas d'ailleurs. On va parler d'un jeu de Bad Boom Games que j'ai pas vu arriver encore, qui s'appelle... Alors, The End of Destiny, c'est un jeu de Joe Klipfel, qui, c'est important de le dire, a choisi de s'inspirer de Palm Island, parce qu'il aimait bien, dans le principe de Palm Island, de pouvoir jouer dans sa main en gérant uniquement des cartes. Donc, il a repris ce principe-là, mais il n'en a pas repris le gameplay à 100%, puisque les cartes ne sont pas des ressources qu'on va réorienter ou retourner et tourner plusieurs fois à son deck. On va passer plusieurs fois à son deck de cartes, et ce deck de cartes contient des monstres, et à la fin de chaque paquet, il va y avoir un boss. Et c'est le boss qui va augmenter de niveau en étant d'abord passé de tête en haut à tête en bas, puis d'être retourné, puis de nouveau de tête en haut à tête en bas. Mais les monstres, eux, ne sont pas des ressources. En fait, il faut vous imaginer que comme dans Palm Island, vous voyez les 2 premiers monstres. Et en fonction du héros que vous avez reçu, si vous êtes au corps à corps, vous allez pouvoir frapper que le premier, celui qui est dans votre main de droite. Si vous êtes à distance, vous avez le droit de toucher les deux. Alors vous allez dire, à distance, il a l'air vachement plus puissant. Mais heureusement, notre héros a des capacités. Et forcément, s'il a le droit d'accéder aux 2 monstres, ses capacités sont beaucoup moins intéressantes. Il est beaucoup moins résistant. En fait, l'idée, c'est que nos monstres, déjà, quand ils apparaissent, ils vont avoir des effets. Et c'est là où les cartes vont pouvoir se retourner. Ils se donnent des points de vie supplémentaires s'il y a plus de dragons, plus de gobelins. Et différents effets que là, il faut découvrir. Mais comment on inflige des dégâts aux monstres? En fait, on a des cartes qui sont orientées à 90 degrés qui vont nous permettre d'infliger des dégâts aux monstres. Et si on n'en a pas suffisamment pour les abattre et les mettre au dos de notre paquet, il va falloir qu'on trouve comment utiliser nos capacités. Mais nos capacités, on en a 6. Ce sont nos points de vie. Comment on optimise tout ça? Voilà, c'est assez malin. La première fois, je me suis dit, t'as mal lu les règles, j'ai même pas terminé le premier niveau du boss, et puis on s'améliore, on commence à comprendre les effets des différents monstres, lequel il vaut mieux éliminer en premier. Là, on le voit, tu vois. Et oui, Main de droite, c'est le monstre au corps à corps. Donc en fait, j'ai pas eu la présence d'esprit de vous montrer les images au fur et à mesure de ton explication, mais effectivement, on le voit très bien, c'est les cartes qu'on tient en main, et selon l'inclinaison des cartes, elles n'auront pas le même usage. Palm Island, c'est un jeu qui a pas mal fonctionné, hein. C'est vraiment un effet autour de ce jeu solo, qui se joue avec une seule main, donc c'est assez rigolo. Effectivement, là, on voit ta table de salon, c'est ça? Non, là, c'est pas ma table de salon. C'est pas la tienne, celle-ci. Là, c'est ma main à moi. Et donc là, par exemple, on le voit. Ce monstre-là, quand il est dans notre main, il donne plus 3 points pour chaque guerrier. Celui-là, là, le Kraken, s'il est en frontal, c'est-à-dire dans votre main de droite, vous allez retourner le monstre qui est en seconde position. Et donc là où vous commencez à maîtriser votre deck, à savoir quel monstre allait arriver, c'est un autre monstre qui apparaît. On voit qu'il a 11 points de vie, là, le Kraken. Et que si j'arrive à l'éliminer, il rejoindra mon deck à 90 degrés pour pouvoir lui réinfliger 11 dégâts. Et si je ne l'élimine pas, vous voyez les 3 points d'attaque, c'est les 3 points de vie qui peuvent me faire perdre. Voilà, ça s'appelle donc The Hand, je l'ai mieux dit, of Destiny. C'est Bad Boom Games qui produit ce jeu. Et je te posais la question juste avant de lancer l'antenne, c'est le premier jeu de Bad Boom Games depuis qu'il est chez Neoludis ou non, il y en a déjà eu avant? Laisse-moi réfléchir. Non, c'est le premier jeu depuis qu'ils sont chez nous.
Voilà, c'est un éditeur qui a déjà fait des jeux, mais qui n'était pas distribué par vous. Il rejoint, Ouais. comment on appelle ça, le catalogue Néoludis. Et voilà, on peut dire il rejoint le catalogue. Je peux répondre à Mathieu. Oui, Bad Boom Games, ils ont cette volonté justement. Oui, c'est peut-être des gens qui se font plaisir, mais cette volonté de se dire, ben, c'est quelques milliers de jeux. Pourquoi ils n'auraient pas le droit de toucher les auteurs français, les joueurs français? Et donc oui, ils font des petits tirages qui seront certainement pas euh, ré, ré, ré- alors, on n'est jamais à l'abri d'un réitérés. retirage, Voilà. hein. Ça, c'est la question qui Oui, se pose, mais effectivement, c'est pas. Tu es en train de nous dire que c'est pas forcément. On est sur une niche. oui, c'est ça. Et c'est surtout des gens qui se font plaisir à éditer Oui. les jeux qui leur plaisent énormément, quoi. Et oui, Bob, and de Meeple, and de Lunettes, les fiefs de Norbois, oui, ça a été une très très bonne surprise. Et oui, il passe par la case retirage. Voilà, c'était chez le même éditeur. Apparemment, j'avais pas retenu, mais effectivement. Alors, autre éditeur qui sort un jeu et qui vous a rejoint chez Neoludis, c'est Explorate. Et Explorate, cette fois-ci, se lance dans des jeux qui sont localisés. On voit que c'est marqué Explorate World en haut de la boîte. Donc, Oui, c'est leur gamme de jeux localisés. C'est Robotrick. Et c'est un jeu très particulier. Vous voyez que c'est indiqué 3 joueurs. Autant sur le jeu précédent, c'était marqué un joueur uniquement. Là, c'est 3 joueurs. Et il s'agit d'un jeu de pli pour 3 joueurs. oui, et c'est un bijou. C'est-à-dire que, alors, s'ils étaient là à Explorate, ils vous diraient la plupart des jeux de pli ne sont pas très bons à 3, et donc quand il y Ouais. en a un qui est bon à 3, il faut le souligner. Pour moi, c'est pas le point fort du jeu, parce que déjà, quand on distribue les cartes, il faut savoir qu'on les distribue à 4 joueurs. Il va Oui. y avoir autour de la table un quatrième joueur qui est le robot Rick. C'est pas écrit dans les règles, mais c'est moi qui ai décidé de l'appeler comme ça. Bah, Comme ça, par les gens évidence, se c'est marqué rappellent sur du la nom boîte du du jeu. jeu. Ouais. Et on distribue les cartes à un quatrième joueur et ces cartes sont révélées. C'est un robot qui va jouer avec quelles règles du jeu? Ben, c'est son petit carton qui va changer à chaque manche, qui va nous indiquer comment il va jouer. Il a un comportement de quand il doit jouer à une couleur qu'il possède. Est-ce qu'il joue sa plus petite ou sa plus grande? Quand il doit, qu'est-ce qu'il fait quand il a, la carte nous l'indique. La deuxième colonne nous indique ce qu'il fait s'il n'a pas la couleur demandée. Martin joue à rouge, il n'a pas de rouge. Qu'est-ce qu'il va jouer? Il va aller jouer dans sa colonne où il a le plus de cartes et il va aller jouer dans sa colonne où il a le plus de cartes, sa carte de plus faible valeur. Et cette carte, il y a un atout qui a été pré-tiré en début de partie. Si ça se trouve, ça sera de l'atout. Si ça se trouve, ça ne sera pas de l'atout. Et la troisième colonne, c'est pour nous indiquer ce qu'il va faire quand ça sera à lui d'ouvrir. Ce qui est encore plus malin, c'est le scoring. Et c'est le scoring qui fait pas mal s'arracher les cheveux aux joueurs sur la première partie. Si vous gagnez... Ah non, on va commencer dans... Si vous ne gagnez pas le pli, c'est la fessée. La carte que vous avez jouée, elle va rejoindre devant vous une pile de points négatifs. Si c'est le robot qui emporte le pli, la carte que j'ai jouée, boum, des points négatifs. Et vous ne voulez pas avoir, si j'ai joué le 13 orange, je ne veux pas avoir un moins 15 dans les dents. Ensuite, si c'est moi qui gagne le pli, je prends la carte du robot pour la mettre devant moi pour avoir enfin un des points positifs. Et vous allez comprendre que vous allez essayer de manger les plus grosses cartes parce que les cartes devant moi en points positifs, je ne peux en stocker que 3. Si je commence à gagner un quatrième pli, la carte, boum, des points négatifs. Ah Et oui. donc en fait, on se retrouve avec, j'allais dire presque un jeu à la Skull King ou un Cat in the Box où vous allez devoir essayer vraiment de calculer le Ah, 3 grosses cartes du robot mangé et pas plus. d'accord, ça a coupé une seconde, mais on t'entend toujours. Voilà, donc moi j'y joue, j'ai pas encore joué. C'est prévu aujourd'hui, normalement, on va faire notre partie, puis on va découvrir ce jeu. Tu m'en parles, ça crée des envies, même s'il y a énormément de jeux de plis qui sortent Oui, actuellement. C'est vrai que c'est mais une on va en grande parler mode, de notre forcément les d'ailleurs à un meilleurs moment vont tirer donné. leur épingle du jeu. Et il arrive celui-ci avec un très bon bouche à oreille. On enchaîne avec Atlantis Rising, un jeu qui revient dans une nouvelle version, parce qu'il était déjà paru en version française il y a quelques temps de cela. C'est une nouvelle boîte, c'est une réédition, mais ça a aussi été amélioré ce jeu, si je ne me trompe pas. J'y jouais il n'y a pas très longtemps, on a Oui, et préparé une vidéo j'avoue sur que ce jeu. ah, cool.
Avec qui tu le joues? Moi, je veux toujours savoir avec qui tu joues. Ah, je te dirai pas avec qui j'ai joué. Je mets une petite image pour que les gens voient assez révélatrice de ce qui s'est passé autour de la Ah bah table. oui. Mais c'est coopératif. On dirait que Blandine, elle est contente d'avoir fait crever Martin. Je me souviens pas, mais cette image, c'était avec Blandine et Adrien, effectivement. On vous diffuse la vidéo très rapidement sur notre chaîne. Donc c'est un jeu coopératif. On est sur l'Atlantide qui Oui. existe encore, qui est toujours présente. C'est une histoire vraie, hein, ce qui s'est passé sur l'Atlantide. Il y a une montée des eaux. L'Atlantide va disparaître, mais pour les Atlantes, il est encore temps de se sauver. Donc on va coopérer pour essayer de passer par un portail et réussir à se téléporter ailleurs. Tout cela est évidemment complètement réaliste. Et donc, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Et comme vous voyez sur l'image, l'île, elle a des branches. Et ces branches sont découpées en bandelettes. À votre tour, vous allez choisir où est-ce que vous placez vos ouvriers. Il faut vous imaginer que sur la pointe de l'île, le plus près de la plage, quand vous vous y placez, il y a plus de ressources à gagner. Mais pour le moment, c'est juste de la programmation. On va placer chacun son tour nos ouvriers. Et malheureusement, il y a une phase de désastre qu'on pourrait un petit peu comparer à The Loop, dans le moment où on met les cubes dans la tour pour voir où ils s'effondrent. On va tirer des cartes et ça nous dit quelles tuiles, quel emplacement du jeu vont être inondés. Alors de temps en temps, vous êtes content, vous tirez la carte mer calme, mais si l'emplacement sur lequel vous êtes positionné vient à être inondé, la tuile est retournée et vous ne ferez même pas l'effet de la tuile. Donc, Ah bah oui. comment... Ce qui peut provoquer des petits moments d'ambiance de ce type-là. Voilà. Bah oui, parce qu'il y a du hasard. Enfin, il y a du hasard. Il y a des éléments qui rentrent en compte qu'on ne peut pas prévoir. Et de temps en temps, c'est ah bah non, bah ton personnage, là, il s'est noyé. Il n'a pas fait son action. Mais c'est coopératif, pourquoi elle a l'air d'être contente? Je comprends pas. Quand on fait des bêtises dans les jeux coopératifs, c'est toujours très drôle. Et donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire avec... alors, on peut faire des bébés, enfin, aller gagner de nouveaux ouvriers. On peut surtout gagner des ressources. Et ces ressources, on va s'en servir pour construire des tuiles du portail cosmique, une sorte de petite fleur qu'on va pouvoir construire dans l'ordre qu'on veut et qui vont être gourmands en ressources. D'ailleurs, les joueurs auront le droit à ce moment-là de se partager les ressources. Ces tuiles-là vont nous octroyer soit des pouvoirs uniques, soit de nouveaux emplacements. Et à la fin, si on a construit toutes les tuiles, on aura le droit de construire la tuile centrale et de pouvoir se dire on y a gagné. J'allais dire, c'est presque un jeu sans originalité. Je décris toujours ces jeux comme des pandemic-like. Il y a du méchant qui arrive et on essaye d'être plus malin que le jeu qui est méchant. Mais le jeu se joue jusqu'à 7. Je trouve qu'il a une présence sur table qui est intéressante dans les couleurs, dans la vibration des couleurs. Voilà. Mais les jeux coop qui se jouent jusqu'à 7 sont pas nombreux. Ouais, c'est la vraie originalité du jeu. Vous voyez, 1 à 7 joueurs. Et comme on joue tous en même temps, alors ça rallonge un peu quand même à 7 joueurs. Forcément, Oui. ça prend un petit peu plus de temps. Même s'il y a des phases qui sont censées être rapides, parce qu'on réfléchit en même temps, il faut quand même s'organiser. Il y a une vraie phase d'organisation. Ça fait partie de ces types de jeux coopératifs dans lesquels vous allez discuter pour savoir quelles sont les actions les plus judicieuses à réaliser. Donc c'est Ça, Atlantis on peut aller Rising. s'équiper en livres à la bibliothèque, on peut construire Oui, j'ai oublié comment ça s'appelle, ces éléments de jeu qu'on peut mettre sur les tuiles pour les protéger au cas où il y a un dégât qui arrive. On peut même reconstruire. des C'est pour mon barrières. On peut mettre ressource, des ça. barrières de mémoire Ouais, sur les ouais, c'est différentes ça, c'est tuiles. des barrières. Oui, tu peux assécher des zones. Ouais. Bon voilà, c'est un jeu coopératif qui crée de l'ambiance. Je remets l'image. Ah, qu'est-ce qu'on a rigolé pendant cette partie. Vous découvrirez la vidéo bientôt sur notre chaîne pour vous le présenter plus en détail. Un autre jeu qui met de l'ambiance, c'est le soccer par Pitch Ah Game. oui. C'est un autre jeu de Pitchnet, puisque Pitch Game c'est leur spécialité. Ils nous proposent pas mal de jeux de Pitchnet sur différents sports d'ailleurs. C'est essentiellement des sports ou alors des activités du type des styles. Les fléchettes, c'est un sport. C'est classé en sport, les fléchettes. Oui, ça doit être considéré comme un sport, Oui, j'imagine. c'est pas encore olympique, mais bon. Donc là, c'est la version Et foot. voilà, ils en avaient déjà sorti 3, c'est le quatrième, et j'allais dire, pour moi, c'est peut-être encore plus accessible que les fléchettes,
on va dire, c'est du même niveau d'accessibilité que les fléchettes. Le but du jeu, marquer des buts. Mais je trouve que c'est le plus dynamique. Surtout, on se retrouve un peu comme dans un jeu de baby-foot. À mon tour, je mets un coup de pichonnette dans le ballon. Et suivant la zone dans laquelle il arrive, il va se passer différentes choses. S'il arrive, on voit que les petits points, ce sont des joueurs. Ouais. S'il arrive nulle part, bah, c'est au joueur adverse de reprendre le relais. Donc, on peut se retrouver avec, si on est nul, boum, 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 on va pichonnetter Ça, c'est chacun moi. son tour. Je suis nul en pitchnette. Je suis nul, mais je Si trouve ça on... rigolo. Moi, non, ça me fait mal. J'ai du mal avec les jeux de pichenette. Je sais, il y a l'art et la manière, mais je suis pas très doué. Ah, faut pas Euh, taper avec l'ongle. oui, il faut pas taper avec l'ongle, oui, il faut glisser et pas taper, en fait. Si on arrive dans la zone large autour d'un joueur, c'est considéré comme une passe. J'ai le droit de continuer à rejouer. Et si j'arrive dans le point central, je suis obligé de tenter de tirer pour essayer de marquer un but. Alors tu vas essayer de ne pas te mettre, si on part sur le principe de la photo et que je dois les marquer à gauche de la photo, je vais essayer de ne pas faire une passe immédiatement à un joueur sur sa zone centrale, parce que si je me retrouve contraint à tirer à partir de l'autre bout du plateau, je risque de me foirer. Donc c'est ultra dynamique, on enchaîne, on fait 3-4 coups, on passe le palais au joueur suivant. C'est celui en plus, on l'avait animé dans un barrageux à Toulouse. Ouais. C'est celui, moi je dis le plus dynamique, mais c'est vraiment celui qui est le plus vivant à regarder jouer aussi. Oui, et puis il y a l'universalité du football, parce que c'est un sport que tout le monde connaît malgré tout, alors qu'il y en a d'autres qu'il faut expliquer et comprendre avant de se lancer dans la partie. Donc ça permet de le rendre super accessible, ce jeu. Donc Soccer by Pitch Game. Pourquoi le titre en anglais, j'en sais rien. C'est vrai que, surtout pour La des mondialisation, monsieur. La Ouais, mondialisation. ok, oui, tu as raison. Effectivement, ça rentre en compte également. Donc voilà, si vous êtes amateur de jeux de pichenette, c'est le 4e de la gamme, c'est le 4e qui est disponible à votre catalogue. C'est ça. On enchaîne avec Lume 42. Alors là, on est sur Wanna Games, c'est un éditeur, c'est leur premier jeu? Alors c'est Vincent Jouassin, Oui, c'est très proche de Yuka Baitsume. oui, Mais oui, Wanna c'est le premier jeu de Wanna. Ils ont un deck building qui est d'édition, de oui, développement aussi. Et donc Lume 42, donc c'est des Belges. C'est un jeu, alors que décrivent comme un placement d'ouvriers, c'est un jeu dans lequel on a un plateau qui vient représenter l'espace avec des tuiles qui représentent des planètes et leurs satellites qui peuvent être de couleurs différentes. Là, on voit qu'il y a une tuile planète rouge avec un satellite jaune. Et à son tour, attention, moi je trouve ça plutôt abstrait. oui. Euh, L'idée, c'est qu'on peut déplacer son vaisseau et dès qu'on rencontre une case vide, on doit s'arrêter. Si on a déjà positionné des éléments, on peut continuer notre déplacement. Et sur ces tuiles où on arrive, on va venir poser de nos éléments de jeu, des petites unités qui au début sont basiques et n'ont pas de capacité, pour venir récolter des ressources sur les planètes rouge, bleu, jaune et vert. C'est des lumens, l'unité qui permet de calculer l'intensité de la lumière, et on va venir fabriquer d'autres éléments pour transformer ces lumens en énergie, source de points de victoire et surtout source d'interaction entre les joueurs, puisqu'il y a un petit jeu de majorité dessus à la fin. Oui, donc il y a vraiment un aspect de placement, d'analyse, de réflexion par rapport aux choix que vont faire les autres, de blocage, j'imagine. Ouais. J'ai pas joué à celui-ci, donc je ne me rends pas compte des sensations de jeu. C'est marqué 2 à 4 joueurs. J'ai l'impression que sur ce genre de jeu, ça va être des sensations qui sont très différentes à 2 qu'à 4 joueurs. Non, parce que le plateau s'adapte. Quand tu joues à deux, tu Oui, n'as pas accès au grand cercle et c'est un jeu très très fort en interaction. Parce que, alors c'est un jeu dans lequel on développe une asymétrie parce qu'au début on a des unités toutes basiques et à la fin de certaines manches, on va pouvoir en upgrader pour les transformer en d'autres types d'unités et on va pouvoir en faire 3 alors qu'on a 5 unités différentes. On va aussi pouvoir choisir si on se trouve sur la même tuile qu'un adversaire combattre. Alors combattre, ça veut juste dire exiler des unités, mais en faisant ça, je l'empêche de récolter ou je l'empêche de transformer. Transformer nos lumens en énergie, on va le faire sur les tuiles noires. C'est vraiment... ouais, c'est un jeu abstrait dans essayer d'anticiper tout ce qui peut se passer et de prendre l'ascendant.
Et on voit qu'il y a une petite extension qui va sortir directement, c'est l'extension Unité Spéciale. Avec de nouvelles qui se rajoute de unités. jeux pas très cher d'ailleurs, je jouais 10 € seulement. Ouais, c'est juste des pions avec des nouvelles capacités comme nos unités, ces fameuses unités où on va en améliorer 3 sur la partie, elles ont alors, des pouvoirs spéciaux, mais surtout une iconographie qui va avec, quoi. Et on a Crazy Ludimari qui nous dit on a testé à 3 joueurs vendredi dernier et il y a une belle interaction, on peut piquer l'énergie des autres. Merci pour ce commentaire qui se rajoute à ce qu'on vous a raconté sur Lume 42. Il a joué où, Crazy Ludimari? C'est un Je veux jeu. tout savoir. C'est un jeu qui est publié donc par WannaGame, également un éditeur que je connaissais pas forcément, moi, qui se rajoute au catalogue de Néoludis. Et je crois qu'on a fait le tour des sorties du 12 avril, donc c'est la semaine prochaine. Les jeux qui vont arriver dans votre boutique, vous avez déjà l'embarras du choix. Après, on passe à la semaine suivante, le 19 avril. Et là, je vous ai montré un petit peu plus tôt, vous avez vu un aperçu d'une extension de Wondersland War qui va paraître également. Et ça, c'est un jeu... Moi, je l'apprécie tout particulièrement, celui-ci. En fait, je le connaissais depuis un long moment parce qu'on avait eu une version anglaise, pour les gens qui achètent les jeux en version anglaise, à laquelle on avait eu la chance de jouer et que j'avais bien aimé. J'étais très content de le voir arriver en version française. On a également fait une vidéo, je ne vous ai pas fait une capture, mais on a fait une vidéo dessus qui arrive très prochainement. C'est publié en version française par Lucky Duck Games et c'est un jeu qui nous emmène dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. C'est ça. Alors, comme toi, quand je l'ai vu arriver en VO, je me suis dit, bon, celui-là, c'est sur un jeu qui sort en avril. Enfin, je reçois les jeux plus ou moins en avance et je sens à la lecture des règles qu'il va me falloir du temps pour le maîtriser. Et donc, j'avais acheté un exemplaire VO à PEL RIP de l'année dernière. Et effectivement, il faut quelques parties pour en comprendre tous les tenants et en aboutissants. Et c'est complètement, j'allais dire joyeux. C'est pas le bon terme, mais c'est très particulier comme sensation. Ça demande un peu d'investissement. C'est un jeu de bag building avec une présence sur table énorme parce que le plateau, déjà, il prend toute la place. On a chacun un petit carton personnel qui représente le personnage qu'on a choisi de jouer, puisque dessus, il y a la symétrie qu'on va gagner au cours de la partie. Donc, c'est un jeu de backbuilding qui va se jouer en 3 manches, et chaque manche va se jouer en 2 phases. La première, j'allais dire, c'est la plus simple, mais qui dit la plus simple ne dit pas qu'elle n'a pas d'importance. C'est la phase de thé, c'est la phase sur laquelle, sur le plateau central, les joueurs vont pouvoir, à tour de rôle, récupérer des cartes pour profiter des effets qui sont indiqués sur la carte. Et là, on le voit. Entre autres, on le voit au centre du plateau, vous avez une table, là je la montre, je sais pas si on voit ma souris. Donc vous avez une table ici, avec des cartes qui sont placées autour, qu'on va récupérer, qu'on va prendre. C'est un grand plateau, hein. Et en fait, il y a un petit côté, je vais dire Tokaido, pour les gens qui connaissent Tokaido, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique simplement, vous allez avancer sur la piste, et quand vous avez avancé, vous pouvez pas revenir en arrière. Éventuellement, il y a un personnage qui peut aller en arrière. Il y en a un qui me rappelle plus qui. Enfin, exactement, aussi. Vous allez normalement, vous continuez à avancer. Donc, quand vous passez une carte que vous choisissez de ne pas la prendre, déjà vous la laissez pour vos adversaires. Donc, vous leur donnez la possibilité de la voir. Et puis surtout, si vous avancez trop, vous allez arriver à la fin avant les autres, et ça a un coût après de pouvoir recommencer un tour de table. Ça vous coûtera cher. Donc, il y a une phase dans laquelle on va s'équiper. Et puis, tu allais le dire, il y a une deuxième phase qui arrive derrière. Voilà, c'est la phase de résolution des... Ah, désolé, vous m'avez vu. Ah, on t'entend plus là. Je pense que on vient de te perdre. Rachel a le casque capricieux, j'ai l'impression, ce matin. Attention, déconnexion, reconnexion, ne vous inquiétez pas, on maîtrise tout. T'as eu un saut de son dans les oreilles, c'est ça? Oui, c'est ça, et c'était assez impressionnant. J'ai dû sursauter fort, et j'irai voir le replay. L'informatique. Nous, on l'a pas eu, c'est le principal. Il va y avoir une phase de combat dans laquelle on va résoudre les régions les unes après les autres avec un système de combat. Alors, c'est pas un jeu de combat. C'est important de dire qu'il va y avoir des combats, des duels entre les joueurs,
mais vous n'avez pas forcément vocation à gagner. Pourquoi vous n'avez pas forcément vocation à gagner? Parce que vous avez reçu des quêtes. Et ces quêtes vont vous demander de participer à un combat, mais pas forcément de l'emporter. Elles vont vous dire, il faut que vous terminiez une résolution de combat dans une région en terminant avec un jeton 2. Vous voulez aussi participer au combat, parce que qui dit participer au combat dit sortir des jetons devant soi, et on y revient dessus. Et si à ce moment-là, vous tirez un jeton forge, c'est comme ça que vous allez pouvoir, j'allais dire, épurer votre deck en sortant, parce que c'est important de dire que c'est un jeu de backbuilding et que sur la première manche, on a récupéré de nouveaux jetons. Et en phase de combat, quand on aura des jetons forge, on va pouvoir enlever des jetons de notre sac, mais qui n'iront pas n'importe où, qui iront sur notre plateau joueur pour nous faire gagner en compétences, parce que sur notre plateau joueur, on a un arbre technologique. Donc, on épure et on gagne en asymétrie au fur et à mesure de la partie. Si vous ne participez pas à un combat, je trouve qu'il y a un truc qui est ultra intéressant dans le jeu. On imagine, on joue à 3, il n'y a que 2 participants parce que vous ne pourrez pas avoir placé des unités dans toutes les régions. Le joueur qui ne joue pas à ce combat-là va pouvoir faire un pari sur qui l'emporte avec un petit bonus ou malus si c'est gouré. Et c'est quoi le combat? C'est sortir en simultané des jetons de notre sac, un par un. En sachant qu'on essaye comme ça, à chaque fois qu'on sort un jeton, on gagne en force sur ce combat-là la valeur du jeton qui est indiquée, plus l'effet du jeton. Qui dit jeu de backbuilding, dit qu'il y a plusieurs setups différents avec le même jeton qui pourra avoir des effets différents d'une partie à une autre. Voilà, là vous avez des cartes qui sont posées juste devant et vous voyez que pour chaque carte on a l'effet qui est indiqué et qui va correspondre aux différents jetons que l'on va jouer pendant cette partie. C'est très beau comme jeu, il y a vraiment un univers qui est fort. J'insiste sur le fait que les parties peuvent être longues et en fait c'est pas un défaut du tout, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui ont envie de se lancer dans des parties qui durent un petit moment. Là on a fait la vidéo, je vais sans doute faire des ellipses parce qu'elle dure plus de 2 heures. On a vraiment une vidéo qui est très très longue et je pense que au bout d'un moment on a compris comment ça fonctionne et que les gens ont plutôt envie d'avoir des accélérés sur certaines parties. Bah oui, parce que comme il y a tout un aspect de majorité, comme il y a des aspects de combat, comme il y a des interactions et des calculs entre les joueurs, bah ça prend un petit peu de temps d'analyser les choses. Venant de moi, c'est un compliment pour le jeu parce que on a envie que ça prenne du temps, on a envie que ça soit un peu épique ces interactions. Oui, c'est un mot qui pourrait lui correspondre. Alors, oui, effectivement, j'allais dire, c'est pas un jeu qui est fluide où, comme dans les charlatans de Belcastel, on est tout seul au-dessus de son chaudron à tirer les jetons de notre sac. Il y a vraiment ce moment où on s'arrête, on réfléchit, attends, je réétudie, attends, je regarde mes quêtes. C'est un jeu qui demande des joueurs investis, déjà rien que pour la mise en place, trouver la table, mais c'est un jeu très réjouissant. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure quand j'ai dit c'est un jeu très joyeux. Il y a de l'ambiance autour de la table, hein. C'est un gros jeu, mais c'est un jeu dans lequel vraiment vous allez mettre l'ambiance. Ça va se parler beaucoup. Quand tu parlais de fluidité, les règles sont fluides, hein. Elles sont simples à comprendre. En réalité, une fois qu'on a fait un tour, on a parfaitement compris comment ça fonctionne. C'est ça. Mais voilà, ça se joue pas en 1 heure. Celle-là, je ne l'avais pas vue, je l'ai découvert ce matin. Je ne la connais pas, cette extension, donc je suis curieux aussi d'y jouer. C'est Folie éclatante. Oui, c'est avec de nouveaux personnages, de nouvelles quêtes, et ça joue encore plus sur les éclats de folie. Donc c'est le premier jeu qui sort le 19 avril. On en a quelques autres, je regarde en même temps. Donc ça, on l'a montré, je vous montre en off, hein, parce que j'ai l'impression que ça s'est mélangé sur mon fichier. Est-ce qu'on en a d'autres? N'hésite pas à me dire, parce que là j'ai du mal à en repérer. Alors, pardon. Tu envoies un autre. Je te laissais faire la régie le 12 avril, là, le soccer, tac, non, 19. Non, c'est bon, le 19 avril. Ah non, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un le 19, effectivement. Donc on va passer maintenant au 26 avril. Là, il y en a pas mal sur le 26. Pas mal dont on va vous parler. Et on commence par Kamakai. Alors ça aussi, Labo Ludique, vous distribuez déjà? Ou c'est aussi un éditeur qui rejoint votre catalogue? Alors, ils l'ont rejoint l'année dernière. L'année Il y a dernière. un peu plus d'un an, oui. Mais je crois qu'ils n'avaient pas sorti beaucoup de jeux l'année dernière, ou c'était en début d'année. Donc là, je suis très content de revoir le nom de cet éditeur, parce que c'est un éditeur que j'aime bien. Moi, je suis assez attaché au graphisme, notamment de leurs petites boîtes. Ils ont des boîtes très très élégantes en général chez Labo Ludique, avec quelques petits jeux assez sympathiques. Et là, on a Kamakai, c'est signé Jonathan Favre-Godal et Fabrice Lamouille.
Non, je ferai pas de blague. T'attends de moi que je fasse une blague, Bah, pas j'oserais du pas. tout. Pourquoi? On ne se moque pas des noms des Euh, gens. Là, franchement, si c'est ça que tu voulais faire, je te l'interdis, Rachel. Pas sur notre chaîne. Kamakai, donc c'est un jeu pour enfants. Et moi, j'aime bien raconter des histoires. Kamakai, c'est quoi d'abord, avant d'être un jeu? C'est un prénom. C'est le prénom qui a été donné à une requin-tigre qui est probablement la plus grande jamais, en tout cas qui est la plus grande jamais, jamais observée. J'ai pas retenu ses dimensions. Et Kamakai, donc c'est un jeu pour enfants où on va essayer d'être le premier à récupérer devant soi, à côté de son jeton, quatre animaux différents. Il y a quatre animaux. Le premier qui a les quatre variétés d'animaux remporte la partie. Sur cette photo, le joueur a gagné. Comment ça va se passer? À son tour, on prend la première carte du paquet, soit la première de la pioche, soit la dernière défaussée, et on choisit où on la met dans sa file. Il faut savoir que si on arrive à reconstituer le petit puzzle d'algues, comme sur la photo, ouf, ce tour-ci, j'ai pas besoin de lancer le dé. Si j'ai pas fait ça, je dois lancer un dé voilà, qui va pas nous faire, qui va nous faire plus de mal que de bien. Si j'obtiens du bleu, je dois défausser un animal bleu. Mais c'est la variété des animaux qui est importante, pas la couleur. Oui. Si j'obtiens une face requin, je dois défausser le premier animal le plus près de mon jeton. Et si je tire un jeton A, ouf, j'ai de la chance. Cours du joueur suivant. C'est un jeu avec pas mal de chance, mais il faut se rappeler que c'est sur un jeu pour enfants. Donc voilà, Oui, à partir de 4 ans, hein, c'est noté sur la boîte. c'est Donc, ça. partie courte, 10 minutes, 2 à 5 joueurs. Petite boîte très élégante. Moi, j'aime bien ce genre de. Je suis toujours curieux des graphismes de jeux pour enfants. Et de manière générale, jetez un petit coup d'œil aux jeux de Labo Ludique. Vous allez voir que leurs petites boîtes, elles sont attrayantes en elles-mêmes. C'est des jeux que moi, j'ai envie de manipuler. Est-ce que tu as joué à Deep River, un jeu qu'ils ont fait un peu plus joueur avec un jeu de Corentin Lebras qui arrive, Ah oui, je crois alors que c'est à non, la j'ai pas rentrée. joué aux jeux qui vont arriver. Les nouveaux jeux, je les connais pas. J'ai joué aux précédents. Ouais, faudra que je te Je- fasse jouer à Deep River alors. Ah bah, Ils avec ont plaisir, fait, oui. ils ont dans les tuyaux un- donc Deep River, un jeu qui reprend le principe du backgammon, mais en mode voilà, jeu de société moderne qui est très très intéressant, en duel à deux joueurs. Ah bah, J'attends volontiers. impatiemment. Bah écoute, je t'attends. Si tu veux, je prépare le Ouais, café et j'arrive. puis on y joue cet après-midi, en début d'après-midi. Je sais pas si ça suffira. Ah bah, avec quel moyen de transport tu peux arriver à cette heure-là? Hmm, un avion, mon jet privé. On continue avec Lucky Duck Games. On a déjà parlé d'Atlantis Rising et de gros mois pour Lucky Duck Games. C'est le troisième jeu qu'on évoque de cet éditeur, Paper App Dungeon. Oui. Alors, très surprenant celui-ci, déjà par son matériel. C'est une petite boîte, 10 euros. C'est marqué pour un joueur également. Et vous avez un matériel particulier, je vous montre directement. Regardez, c'est moi ce crayon D qui est, Voilà. qui est présenté avec des numéros là tout autour du crayon. Alors, on peut s'arrêter 2 secondes sur le crayon D. J'étais pas la plus convaincue. Je me disais, ok, ça peut dépanner quand tu vends un produit. C'est bien que ton Ouais. produit soit complet, comme les feutres Velleda dans les jeux à cocher. Et pourtant, en fait, je l'ai lancé ce crayon et j'avais peur. Vraiment, j'avais peur de me dire, j'ai travaillé en papeterie, j'avais peur que la Se mine, casse. elle casse. Ah ouais. Mais non, si on le lance comme il faut, la mine tient le coup. Ah, il ne faut Donc pas le lancer comme effectivement. ça dans la pièce. Oui, non, faut pas le jeter comme ça. Non, mais les crayons à papier, souvent, ça Ah reste oui, quelque chose je connais ça. de fragile, hein. Ou les crayons de papier ou les crayons gris, suivant la région où vous nous écoutez. Donc, c'est Paper Rap Dungeon. C'est un jeu d'exploration de donjons qui se joue en solo et qui a la particularité, un peu comme qui forge, d'être des générations aléatoires et donc chaque carnet est unique. Oui. Chaque carnet qui fait une soixantaine de pages va vous offrir plusieurs pages de donjons avec tous les 4 ou 5 tous les 4 ou 5 niveaux de donjons, une case où vous pourrez vous arrêter chez le marchand pour acheter des objets. Mince, j'ai oublié ce qui se passe si c'est pair ou impair. Donc l'idée, c'est qu'on jette son jeton, son crayon D, et suivant si la valeur est pair ou impair, ça va nous indiquer si notre déplacement il est en ligne droite ou si notre déplacement est en diagonale. Et la valeur du dé indique la valeur de ce déplacement. On imagine, j'ai fait 4, je vais me déplacer de 4 cases toutes droites. Sauf que vous voyez, les niveaux du donjon, ils ont des murs
Et donc, à un moment donné, vous allez cogner contre les murs, devoir changer de direction. Et il y a des petits icônes sur certaines cases qui vont vous permettre de gagner des points de vie ou d'en perdre, puisqu'il va y avoir des ennemis. Il va y avoir aussi des trésors, et donc vous allez essayer d'engranger de l'argent à dépenser chez le marchand. En fait, c'est super important de dire pour pas, pour pas que les joueurs aient une certaine attente vis-à-vis de ça. Le but du jeu, c'est pas de gagner. Le but du jeu, j'allais dire, c'est juste de passer, de passer du temps. Vous allez pouvoir mourir, ça aura aucune espèce d'incidence. C'est juste sur votre pierre tombale à la fin, vous marquerez le nombre de fois où vous êtes mort. C'est plus le cheminement que Oui, l'objectif du jeu, quoi. oui, c'était un jeu passe-temps. Pour rendre hommage à la boutique toulousaine dans laquelle tu as travaillé. Voilà. Exactement. Donc un jeu qu'on peut emmener, on voit vraiment le type de jeu qu'on peut mettre dans son sac, qu'on peut jouer dans le train, Ouais. qui se prête à ce type de moment-là. C'est ça. Et c'est pour ça, tu vois, on rebondit sur ce que Jesse a dit. Effectivement, Pénélope a eu une très mauvaise expérience dessus, mais parce que je pense elle avait pas les bonnes attentes. C'est un jeu qui offre une mécanique d'exploration de donjon, mais le but du jeu n'est pas d'explorer le donjon. Le but du jeu est juste de passer du bon temps. Voilà, donc c'est une curiosité aussi, hein, un petit jeu original. Il y a un petit côté, j'ai pas encore joué moi, donc il faut absolument que j'y joue pour me faire mon propre avis, mais il y a un côté exercice de style. Le matériel est tellement surprenant, le petit carnet, ces cartes qui sont générées différemment les unes des autres, on n'aura pas forcément la même boîte, on a envie de découvrir comment ça fonctionne. Donc j'y jouerai avec plaisir, et je vous en reparlerai dans nos futures émissions de mon expérience ludique, parce que chacun a envie de partager la sienne, forcément, ça fait partie du plaisir de tous ceux qui commentent les jeux de société. On continue avec Lucky Duck Games, puisqu'on est parti avec eux. Lucky Duck Games, Dice Throne Marvel. Donc on a 4 nouveaux héros qui arrivent. Alors ça, forcément, vous connaissez les Dice Throne. C'est devenu des classiques des jeux qui sont à la fois des jeux de Yams, il faut le dire quand même comme ça. Hein. Il y a le principe du jeu dans lequel vous allez lancer 3 fois les dés pour faire les meilleures combinaisons possibles et déclencher des effets pour battre vos adversaires. C'est un jeu qui joue beaucoup en mode 2 joueurs, même si c'est marqué 2 à 4 joueurs. C'est souvent en 1 contre 1 que l'on joue à ce jeu-là. Et vous avez plein de personnages maintenant. Il en existe pas mal parce qu'il y a eu déjà plusieurs saisons. Et maintenant, les versions Marvel qui se rajoutent. C'est ça. Et donc, Dice Throne Marvel, il y aura 2 boîtes pour la seconde boîte. J'ai pas révisé mon agenda, mais il faudra attendre, je crois, cet été. Mais il y aura bien 2 boîtes de Dice Throne Marvel. Là, pour le moment, la première avec Thor, Loki, la sorcière rouge et Spider-Man Morales. Et donc, voilà. Là, je sais que vous avez déjà invité Théo Oui. et que c'est l'expert un des français. trucs qu'il a dit là-dessus, c'est ça. Il a dit c'est fou d'arriver avec toujours autant de nouveaux personnages, arriver à maintenir cet équilibre entre les personnages et les nouveaux effets. Je n'ai pas besoin d'être, j'allais dire, beaucoup plus bavarde sur le truc parce qu'il n'y a pas d'originalité très forte à part d'être de nouveaux personnages, à part vous demander quel est votre personnage préféré. Si vous répondez pas à Spider-Man, je vous boude. Donc la deuxième boîte sort 1 mois après la sortie, nous dit Arnaud, merci de la précision. Et nous, on a fait une vidéo justement avec Théo, où il est passionné, Théo. C'est le jeu par lequel il est arrivé d'ailleurs chez Néoludis, je crois, chez Lucky Duck Games. C'est un jeu dont il était expert avant d'être chez Lucky Duck Games, plus exactement. Et il est passionné, il connaît tous les personnages, il connaît la façon de jouer, il sait s'ils sont plus ou moins accessibles. On a fait une vidéo où il explique tout ça. Donc si vous avez envie de vous lancer dedans, on va vous la diffuser, vous pourrez découvrir comment le jeu fonctionne et quels sont les personnages vers lesquels vous avez envie de vous orienter, parce que maintenant il y a l'embarras du choix. Oui, c'est ça. On enchaîne avec Blot. Donc Paladis Games, c'est le deuxième jeu dont on parle de chez Paladis Games depuis qu'on enregistre des matinales ensemble. Rachel, on avait parlé de Kintsugi, si je me souviens bien. On en a parlé qu'une fois, tu crois? De Kintsugi, on en a parlé plusieurs fois, parce que le jeu a été repoussé. Des fois, il y a des surprises, d'ailleurs on ne l'a pas dit, mais sur Wonderlands War, on n'est pas sûr à 100% de la date du 19 avril, il est possible que ce soit le 26.
C'est ça. Parce que c'est un jeu qui est retenu. Vous savez, il y a une loterie quand les bateaux arrivent dans les ports français. Parfois, la douane décide que ce conteneur-là, on va le vérifier. Donc, le conteneur est mis de côté. Il y a une vérification à l'intérieur. Ça peut prendre du temps. Parce que les douaniers font ça très sérieusement. Mais du coup, les jeux arrivent un peu plus tard en boutique. Donc voilà, Blot, eh ben, c'est marrant que tu parles de Kintsugi parce que c'est exactement dans le même format, sauf que là, c'est pas une localisation, c'est un jeu studio avec 4 auteurs qui s'y sont mis pour nous offrir ce jeu de pli très particulier et qui, comme on le dit dans le chat, comme Robotrick, les premiers retours commencent à tomber et sont très enthousiastes. Et je les confirme, c'est quoi l'originalité? Ah bah tiens, cette image, elle est parfaite. Il va y avoir 4 jetons au centre de la table qui sont des tuiles cérémonie. Et à son tour, on va pouvoir jouer une carte sur une des 4 tuiles cérémonie. Si je suis le premier à jouer sur une tuile cérémonie, ma seule contrainte, c'est que je ne peux pas jouer une carte de la même couleur que le jeton. Si quand je joue le 7 vert là, sous la tuile cérémonie bleue, en fait, je dis maintenant, la couleur demandée sur cette tuile cérémonie bleue, c'est du vert. Et si tu n'as pas de vert, tu peux ou pisser ou jouer de l'atout qui sera donc du bleu. La tuile cérémonie fixe la couleur du pli en question. Sauf que ce n'est pas la seule originalité. En plus d'avoir le choix entre 4 tuiles, entre 4 plis sur lesquels je peux jouer, quand mon tour revient, je peux très bien, si je le veux, venir rejouer sur un lieu où j'ai déjà joué. C'est-à-dire que tu m'as coupé mon set vert alors que je voulais à tout prix remporter ce pli-là. Ça tombe bien, j'ai plus de vert. Je vais pouvoir couper sur toi et être sur moi d'emporter le pli. Et le pli sera considéré comme terminé quand il y aura autour de la tuile autant de cartes qu'il y a de joueurs autour de la table. C'est-à-dire que si on est 4, on va attendre qu'il y ait 4 cartes. Mais si ça se trouve, j'en aurais joué 2, Martin 1 et Aline 1. Mais le but du jeu reste d'emporter ces tuiles-là parce que gagner des plis, ça permet d'emporter des points. Et une autre subtilité, quand une tuile cérémonie est terminée, elle est retournée, on va pouvoir revenir et rejouer dessus. Et la deuxième fois qu'une tuile cérémonie est emportée, on va la positionner sur une des 3 divinités qui est en cours pour la manche, parce qu'il y aura toujours une divinité qui est désactivée et qui va fixer un scoring supplémentaire pour la partie. C'est-à-dire que par exemple, si on va avoir Thor, je vous dis de mémoire, Thor est dit moins 3 points pour le joueur qui a le plus de cartes d'une couleur. Eh ben, c'est quand on pose la tuile cérémonie dessus que la couleur est fixée. Hop, je décide que c'est moins 3 points pour le joueur qui a le plus de cartes bleues. Ça tombe bien, Martin a ramassé plein de cartes bleues et je lui impose ce petit malus. J'aime pas du tout tes exemples. Toujours. Depuis tout à l'heure, tu joues 2 cartes, moi j'en ai qu'une. Voilà. Donc, voilà mais en fait, ça a réussi. On en avait parlé avec Adrien pendant les sabliers. Il y avait un jeu de plis qui proposait de voyager dans le temps, de revenir modifier ses plis. Vraiment, la particularité de celui-là, c'est qu'il y a 4 levées qui sont organisées en même temps, qu'on peut revenir jouer sur une levée, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a un endroit où vous jouerez pas ou moins, en tout cas. Et de comment s'organiser là-dessus, comment fixer le scoring pour tirer la couverture à soi et enquiquiner les autres. C'est très particulier. C'est un jeu qui était publié par Eurogames, ce que tu cites, là, celui qui permet de voyager dans le temps. J'ai oublié son nom, ça me revient pas. Contre-temps. Tu te rappelles du nom? Contre-temps. Contre-temps, effectivement. Et je crois pas qu'il se soit imposé, il était un peu alambiqué à expliquer, ça n'a pas aidé non plus, mais était assez original. Voilà, il y a plein de jeux de plis en ce moment. Je pense qu'il va falloir qu'on se plonge dedans et qu'on analyse pour essayer de vous faire quelques conseils. Hein. C'est aussi à ça que servent nos émissions sur un monde de jeu. Entre Blot, qu'on a présenté, donc qui arrive là, et puis Robotrick un peu plus tôt. Il y a déjà, rien que chez Neoludis, quelques jeux, mais il y en a chez d'autres éditeurs également. Donc vraiment, on continue, c'était déjà le cas en 2023, mais on continue d'avoir une forte production dans le domaine des jeux de plis. C'est ça, mais en fait, moi je me demande, c'est comme l'histoire des jeux à cocher, il ne faut pas considérer la mécanique comme étant centrale sur le jeu, c'est une nouvelle manière de se réapproprier le jeu de cartes. Tu vois, le 6 qui prend, il a instauré un peu, alors en mode plus grand public, mais
le jeu de cartes où on te fait croire que tu contrôles, mais dans lequel il y a beaucoup de chaos, bah, en ce moment, les tendances vont plutôt vers cette Ouais. mécanique-là, mais plus pour aller chercher une sensation. Et clairement, on est plus dans des jeux où on a beaucoup de contrôle, où la concentration et la mémorisation des cartes qui sont déjà passées et des possibilités qui s'ouvrent et se ferment sera importante. On va terminer avec un dernier jeu pour le 26 avril. C'est Bardwood Grove. Ouais, tu l'as bien dit. Ouais, j'ai failli dire groove et je me suis dit non, c'est de la musique, ça n'a rien à voir, il faudrait deux autres. Puis il y avait le Il y a de wood la juste musique avant dedans, qui m'a donc ça aurait aidé pu être aussi. Bardwood Groove. C'est un jeu qui est publié par Super Meeple, qui est illustré par The Miko. Je donne l'illustrateur en premier parce qu'on le voit directement dès qu'on voit la boîte, on dit ah tiens, The Miko, il est présent. C'est signé Karl van Ostrand et c'est donc nouveau jeu chez Super Meeple. C'est ça, donc un jeu. Alors, chez Neoludis, on a créé la case expérimenté pour dire c'est quand même un jeu expert, il y a quand même pas mal de règles, mais Ouais. contrairement, tu vois, c'est un peu l'antinome de Wonderland War, avec des parties qui excéderont pas une heure et demie. Mais vraiment, une fois que tout le monde a les règles en tête, c'est assez rapide. J'ai C'est juste le un dos de la boîte à vous jeu montrer. En termes de visuel, de visuel, ouais. C'est un jeu dans lequel on va incarner des bardes, comme le titre l'indique, et qui va être très thématisé musique, avec une mécanique de deck building. À notre tour, enfin notre tour précédent s'est terminé par la pioche de 2 cartes jusqu'à ce qu'on ait 2 cartes capacité, je ne sais plus si c'est le terme. Et à son tour de jeu, c'est tout simple, on va jouer une carte dans notre défausse à droite de notre... tu vois la petite fleur qui représente comme la bouche de sortie des trucs de lecture musicale. Une carte qu'on défausse pour les petits bonus immédiats et l'autre carte qu'on va rajouter à droite qui représente notre chanson. Mais la chanson, quand c'est qu'un barde va chanter, il chantera quand la roue du tempo, qui est complètement à gauche de l'espace joueur, aura fait un tour complet. Et à ce moment-là, on pourra activer tous les effets, toutes les cartes qui sont dans notre fil chanson, et on pourra profiter de ces effets pour activer toutes les cases autour de notre barde sur le plateau, parce que notre barde qui se balade sur le plateau, il se balade sur les chemins, et il est toujours adjacent à 4 cases autour de lui, et en fonction de ce que je gagne, je vais pouvoir, alors on est sur un jeu de deck building, attention, spoiler alerte, on va pouvoir récupérer des cartes. Mais là où le deck building est malin, c'est pas, j'allais dire, c'est d'accord, on met les cartes au-dessus de notre paquet, ça c'est déjà vu dans d'autres deck building. Et vous le voyez, les cartes, elles ont des fonds de couleur. Et il y a des cartes, quand vous les piochez, vous allez immédiatement profiter de son bonus et repiocher jusqu'à avoir 2 cartes à fond orange dans votre main. Hop, un fan, je profite de son bonus, mais je repioche jusqu'à avoir ces 2 cartes. Donc c'est un deck building orienté sur la musique. Il va falloir qu'on fasse une roue du tempo pour avoir le droit de chanter. Sur notre petite fleur, c'est le volume. Ça va nous donner de l'intensité sur la plupart des actions qu'on peut réaliser. Et il y a la notion de parole, de chanson. On essaye d'écrire des légendes, d'acheter des objectifs et de fixer des scorings qui nous arrangent à nous et qui enquiquinent les autres pour la fin de partie. Bon, c'est un jeu très riche. Ne vous attendez pas à ce que ça soit présenté en 5 minutes. ah bah oui, déjà c'est un jeu qui est publié par Super Meeple. Ils ne font pas que des gros jeux chez Super Meeple, mais ils en font aussi quand même pas mal. Donc ça s'adresse à un public un peu spécialisé. On a directement l'extension qui est proposée, puisque vous avez la possibilité donc de jouer, comment elle s'appelle, Spirits of the Grove. Ah bah voilà, je te laisse le dire du coup. Merci beaucoup. Alors, Haute-Sol nous demande si on a des nouvelles de Endeavor Eau Profonde. Alors, Moi, est-ce j'en ai qu'il y a pas. le chef encore dans le chat? S'il y a le chef, il va te répondre. Sinon, moi, je peux faire un petit contrôle F sur cette fenêtre et je peux te répondre. Endeavor Eau Profonde, pour le moment, c'est marqué en mai. En mai. Pour le moment. Voilà Alors, en les tout cas, c'est dernières pas nouvelles. annoncé pour le mois d'avril. Là, on a balayé les sorties du mois d'avril. Vous en avez vu quelques-unes. C'était la dernière. Celle-ci est Bardwood Grove. La dernière dont on vous parle aujourd'hui. Il y en a quand même pas mal déjà sur ce mois d'avril. Et donc, tu m'as dit, il y a aussi quelques jeux de rôle supplémentaires qu'on peut découvrir sur le site de Neoludis.
N'hésitez pas à vous y connecter si vous voulez avoir des informations en plus. C'est toi qui l'alimente, notamment avec des petites images qu'on a vues, puisque c'est ta table de salon des fois qui est photographiée. Voilà, vous pourrez reconnaître quand c'est mon bois brûlé à l'acide, c'est ma table de salon. Mais en fait, alors que c'est un site à destination des professionnels qui reçoivent, eux, une newsletter Oui, le vendredi pour la semaine suivante. Mais comme on se rend compte qu'il est aussi pratiqué par du grand public, ben, en général, le jeudi ou le vendredi, s'il y a des sorties la semaine suivante, boum, vous pouvez cliquer et ça vous amène vers la liste de ces jeux-là, quoi. ben Et là, comme il n'y a pas de sortie la semaine suivante, il n'y a pas de nouveaux bandeaux. ah ben regardez, vous avez même le bandeau avec les sabliers d'or, donc vous pouvez découvrir Oui, la cuvée il faut des que je le sabliers désactive. d'or, des jeux qui étaient proposés dans le catalogue Néoludis, qui sont disponibles, il y en avait pas mal cette année, des jeux du catalogue Néoludis, qui étaient présentés lors de cet événement. C'est l'occasion aussi pour moi de vous remercier, de remercier les éditeurs concernés également d'avoir proposé leurs jeux. Ça nous a permis d'en découvrir quelques-uns dont on reparlera dans des futures émissions, parce que là, on n'a pas encore évoqué Stickers ensemble, Art Society, Mega Jackpot, City Royale. On a eu l'occasion d'y jouer, parce que tu es venu au chalet pour pouvoir jouer à tous ces jeux, mais c'est pas pour ce mois-ci encore les sorties, c'est pour un petit peu plus tard. Et Wondrous Creatures qui va sortir peut-être même en 2025 pour celui-là. Pour le moment, pas d'avancée, mais fin d'année ou début d'année prochaine. Pour le moment, c'est encore tenable que ça soit en fin d'année. On croise les doigts, nous verrons bien. Eh ben, on a eu l'occasion, nous, de le découvrir bien en amont. Donc, celui-ci, on le connaît bien et c'est ce qu'on essaye de faire. On est informé, on a l'occasion d'en parler. Vous le connaissez également, puisque vous avez pu voir déjà une partie bien avant la sortie. Vous savez déjà si ce sont des jeux que vous attendez plus particulièrement. On arrive à la fin de cette matinale, Rachel, si j'ai rien oublié. Non, j'ai vérifié mon fichier. Voilà. Je préfère qu'on mette moins et qu'on couvre plus correctement. Maintenant, nous, on se retrouvera début mai. Il y a l'alchimie. Il faudra qu'on cale une date vite. Ah oui, ouais. Effectivement, oui, il y a l'Alchimie du jeu, donc le festival qui a lieu à Toulouse, où tu seras présente, bien évidemment, vous serez présent. On aura l'occasion, En local. pour tous ceux qui seront sur Toulouse, je crois qu'il y aura beaucoup de monde cette année-ci à l'Alchimie du jeu. Ce sera sans doute l'un des gros festivals du printemps. Il y en a quelques-uns qui comptent, mais en l'absence de Paris Ludique, l'Alchimie est un rendez-vous presque immanquable, on va dire, cette année-ci. Voilà pour les jeux, pour les événements à venir. Et puis nous, on en parlera, j'imagine, après. Après l'Alchimie du jeu, on se retrouvera pour faire un bilan du mois de mai, ou avant, comme tu veux. On verra. Je vais regarder le planning. Il faut que tu regardes le tien aussi. Et tiens, j'en profite parce que je sais pas, j'ai pas cru voir beaucoup de boutiques dans le chat aujourd'hui. Mais s'il y a des boutiques qui nous écoutent, il faut savoir qu'on organise des journées pro après certains festivals. Oui. Alors après l'Alchimie, le compromis a été difficile à trouver. Il n'y en aura pas. Mais on a fait une journée pro après le festival de Lille dans lequel on invite les boutiques. On en fait un là lundi prochain après le festival de Valence. Et donc n'hésitez pas si en tant que boutique vous voulez ces petits rendez-vous un petit peu plus cosy dans un bar à jeux où on invite nos éditeurs à vous présenter leur sortie. Vous contactez votre commercial, vous leur dites vous passez jamais dans cette région et on s'organise. Voilà, le message est passé, et puis cette vidéo, de toute façon, elle est enregistrée en direct sur Twitch, elle est rediffusée ensuite sur YouTube, donc vous avez l'occasion de la retrouver. D'ailleurs, ça fait plus de vues sur YouTube, systématiquement, forcément, il faut être du rendez-vous de la matinale, même si beaucoup regardent en replay déjà sur Twitch. Elles sont stockées sur YouTube, et vous avez les informations sur ces différents jeux, magnifiquement expliqués par Rachel. Merci beaucoup, Rachel. Mais avec plaisir. Et n'hésitez pas à vous poser vos questions. Moi, je viens troller les commentaires. Je viens toujours répondre dans les commentaires. Ah oui. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Vous aurez la réponse de Rachel. Et peut-être la mienne si je suis concerné. Et je remonte le t-shirt publicitaire et hop. Ah, quel magnifique t-shirt. Merci beaucoup, Rachel. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt. Dès demain, pour de nouvelles matinales. On reprend le rythme des matinales tous les matins à 8h sur Twitch. Et puis les vidéos sur YouTube, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à nos différentes plateformes. À très bientôt tout le monde. Des bisous.